A History of Violence est un film tout à fait singulier dans la filmographie de David Cronenberg, qui nous a habitués à des films fantastiques, alors qu'ici, on est dans un genre très codé, le film criminel, à l'intérieur duquel il est moins facile de digresser et on peut se demander ce qui a pu intéresser Cronenberg à tourner une histoire qui rabat un certain nombre de clichés narratifs, avec à la fin un personnage qui triomphe comme nombre de héros du cinéma américain de l'adversité la plus féroce. Et je peux vous dire qu'à la lecture du sujet, si le film n'avait pas été signé Cronenberg, je ne l'aurais sans doute pas regardé. La vision de Cronenberg prouve que les grands artistes peuvent s'emparer d'un matériau quelconque pour le sublimer jusqu'à en faire une œuvre artistiquement à la hauteur des ambitions les plus hautes. Pour ce qui est de l'histoire, elle ressemble de très près à celle de la part des copains de Terence Young, bien qu'elle soit adaptée d'un roman écrit par un duo d'auteurs qui s'est possiblement inspiré du roman de Richard Matheson qu'avait adapté Terence Young. La comparaison s'arrêtera là. Cronenberg, cinéaste complexe, habité d'un véritable univers, est à des années-lumière de l'opportuniste Terence Young, pour qui l'histoire n'était qu'un prétexte à vendre la marchandise Bronson. On est aussi, volontairement ou non, peu importe, dans l'univers des Inconnus dans la ville de Richard Fleischer, où l'arrivée d'une bande de gangsters dans une petite ville contribuait à révéler, sous leur vernis social, la véritable nature des habitants. Cronenberg, cinéaste suffisamment doté en imaginaire, n'ayant jamais eu besoin de puiser chez les autres, au contraire ce sont les autres qui se sont nourris de lui, pour le coup, avec ce film, à part dans sa filmographie, lorgne du côté des frères Cohen. Dans la première séquence, on est en présence de deux personnages, apparemment contradictoires, qui sortent de la chambre d'un motel. L'un est en effet habillé d'une manière quelconque, mais la tenue de l'autre nous indique immédiatement qu'on a affaire à deux malfrats. Lorsqu'il monte en voiture pour s'en aller, celui qui est habillé en noir dit qu'il va régler la note de la chambre. Mais quand il revient, le deuxième lui demande pourquoi il a mis autant de temps. Alors il va lui-même à la conciergerie et il se rend compte que son complice vient de tuer l'employé de l'hôtel de la manière la plus sanglante. Si on a raté le générique, on croirait atterrir en effet dans un film des frères Cohen qui, il faut bien le dire, ont considérablement influencé le polar américain de ces 25 dernières années. Et référence pour référence, dans cette même séquence, Cronenberg s'appuie, consciemment ou non, mais là je pense que c'est volontaire, sur Sergio Leone. En effet, pendant que le gangster remplit son jerrycan à la fontaine à eau, surgit une enfant apeurée qu'il doit, comme le faisait Henry Fonda, nécessairement tuer parce qu'elle a vu son visage. Le plan qui suivait la mort de l'enfant dans Il était une fois dans l'Ouest était un train suggérant que l'enfant était en réalité tué par la civilisation moderne. Le plan suivant est ici une enfant, pas la même que celle qui vient d'être tuée, mais une enfant qui se réveille d'un cauchemar, suggérant cette fois que cet enfant est tué par un adulte qui incarne la véritable personnalité de son père, mais on ne le sait pas encore, son père qui pour le coup vient la consoler. L'enfant tué est brune, et elle a dans ses bras une poupée aussi blonde que l'enfant qui se réveille en sursaut. La poupée, dans la séquence d'enfant, était tenue, comme le fait une mère, par l'enfant qui allait mourir, laquelle enfant se réveille terrorisée après le meurtre de celle qui jouait à la maman, comme le font toutes les petites filles avec leurs poupées. À son père qui la console, elle dit « Papa, il y avait des monstres ». Et son père lui répond que les monstres n'existent pas. Ceci, mais on ne le sait pas encore, parce qu'il vit, lui le père, dans le déni du monstre qu'il a été autrefois. On peut croire à ce moment-là que la séquence qui précède est un cauchemar de la fillette, peuplée de personnages qui n'existent pas. Cronenberg nous ayant habitués à ce genre de situation, où on ne sait plus faire la différence entre le rêve et la réalité. Cronenberg est un cinéaste passionné de psychanalyse, et d'après Michel Simon, le critique de cinéma Michel Simon, il est complètement athée, donc rationnel, stoïcien peut-être aussi. Par conséquent, lorsqu'il parle de lumière, il se réfère à la connaissance
qui chasse les monstres liés à l'obscurantisme. La lumière allumée prouve en effet que les monstres n'existent pas. Cet enfant réveillé de son cauchemar, après son père, voit venir son frère aîné, à qui la fillette dit qu'elle a été effrayée par des monstres qui sont restés dans l'ombre. Alors le frère la rassure, comme le père, en lui disant que les monstres de l'ombre sont effrayés par la lumière et qu'il faut la laisser tout le temps allumée. La lumière électrique, ça va de soi, c'est-à-dire entre guillemets la fausse lumière, seule capable, selon lui, de combattre les monstres et pas la lumière entre guillemets divine, c'est-à-dire la lumière de la vérité, celle qui pourtant va triompher des monstres en question à la fin du film. On est dans une famille de prolétaires américains, comme chez les frères Cohen, avec donc le père, Tom, Eddie, la mère, avocate mais on ne la voit jamais dans son milieu professionnel, Sarah, la jeune enfant aux cheveux blonds, et le frère qui, le matin, au petit déjeuner, demande de nouveau à sa jeune sœur si la lumière était efficace contre les monstres. On est dans un milieu rassurant, mais on se doute déjà que ce père normal en apparence peut à tout moment changer de visage du fait qu'il soit joué par Viggo Mortensen, qui fait partie de ces comédiens, avec Willem Dafoe ou Chris Walken, qu'on emploie pour incarner des personnages imprévisibles qui tout à coup peuvent basculer dans la violence. Tom est gérant d'un resto-bar, et quand il prend son service le matin, son cuisinier discute avec un client des femmes les plus tordues qu'ils ont connues, l'un et l'autre, dans leur vie, dont celle du cuisinier qui, dit-il, lui a planté une fourchette dans l'épaule parce qu'elle rêvait qu'il était un tueur en série. Conversation décorative utile à planter le décor, mais qui nous laisse entendre, à ce stade du film, que les individus les plus inoffensifs en apparence peuvent être les plus violents. La scène suivante nous montre Jack, le fils, qui, après une partie de baseball au lycée, refuse de se battre dans les vestiaires avec un joueur de l'équipe adverse, une forte tête, qui vient le provoquer. Scène qui précède une scène érotique entre le père et la mère, qui vont se prendre pour des ados qui font l'amour pour la première fois. Une chose, nous dit le dialogue, qu'ils n'ont pas vécu quand ils étaient ados, parce qu'ils se sont connus, comme la majorité des couples, à l'âge adulte. Ce jeu érotique nous permet de voir, au moment où il se déshabille, que Tom est croyant. Il a en effet un crucifix en pendentif. Quant à Eddie, sa femme, elle vient l'exciter, habillée comme une ado. Ok, c'est un couple qui s'amuse à des jeux érotiques, mais au cinéma, c'est l'image qui parle. Et que voit-on ? Un catholique d'âge mûr qui s'apprête à coucher avec une adolescente qui a la lettre M imprimée sur le débardeur. J'en ai proposé une interprétation dans les vidéos que vous avez déjà vues, et ici on peut associer cette lettre au papillon monarque, parce que ce papillon sera clairement présent à l'image plus tard, et parce que Eddie est, au moment où elle fait l'amour avec Tom, en train de jouer un rôle, celui d'une ado, une autre personnalité que la sienne, et que Tom lui dise « Qu'est-ce que tu as fait de ma femme ?» et qu'elle lui répond « Il n'y a pas de femme ici, monsieur. » Les femmes qui se comportent comme des fillettes, ou les hommes qui demandent aux femmes de se comporter comme telles au moment de l'acte amoureux, ne cherchent-ils pas en réalité à transformer une blessure affective qui leur a été infligée à cet âge-là ? Le désir d'un homme normal se retrouve en toute logique réduit à néant quand une femme se comporte comme ça avec lui. Mais ce n'est pas le cas de Tom, et nous voyons Eddie se jeter sur lui en criant « Vive les chats sauvages !» Référence subtile à la féline de Jacques Tourneur, où une femme effrayée par le sexe se transforme en panthère lorsque un homme lui fait l'amour, en même temps que la femme chat soit liée à la déesse égyptienne Pastée, déesse à double visage, parce qu'elle était à la fois maternelle et guerrière, ce qui est le cas d'Eddie, qui joue ici à fond la carte de l'adolescente dévergondée lorsqu'elle dit par exemple à Tom « Chut, mes parents dorment à côté ». Tom lui enlève alors sa culotte, comme on enlève la culotte d'une petite fille, et il la jette en disant « Mangé par les chats », et regarde sous sa jupe avec une sorte d'émerveillement face à un sexe qui n'a encore jamais été défloré. Eddie est ravie et on peut imaginer qu'elle est en train de transformer en plaisir, et aussi en dominant son partenaire,
ce qui a possiblement été pour elle jadis un déplaisir à l'âge de l'adolescence. On retrouve ensuite nos deux personnages de malfrats qui, arrivés en ville, vont chercher des noises à Tom en l'obligeant à leur servir un café alors qu'il est en train de fermer son resto-bar. Mais ils sont extrêmement menaçants et Tom, visiblement intimidé, semble être, dans un premier temps, une proie facile. Pourtant, il se débarrasse d'eux comme un véritable homme d'action, et à peine les a-t-il tués, avec une foudroyante dextérité, qu'il se demande si c'est bien lui qui vient de faire ça, ou une personnalité qui s'est soudainement emparée de lui. Cet homme ordinaire, du jour au lendemain devenu un héros, les actualités ne parlent plus que de lui, avec pour conséquence d'attirer 3 individus louches dans son resto-bar, parce qu'ils l'ont vu à la télé, 3 individus dont l'un l'appelle par un autre nom que le sien, Joey. Tom ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais l'autre est sûr qu'il s'appelle Joey Cusack et pas Tom Stall. On dirait un Man in Black, mais quand il retire ses lunettes, on peut voir qu'il a été aveuglé par une sérieuse blessure. Après le départ de ces 3 individus inquiétants, le shérif les interpelle sur la route, ce qui lui permet, en lisant leurs papiers, d'identifier 3 dangereux mafieux de Philadelphie, dont l'un, celui qui a l'œil crevé, se prénomme Carl. Le shérif pense alors que Tom est un témoin sous protection, qui pour beaucoup change de vie et de nom, et que les 3 gangsters l'auraient finalement retrouvé pour se venger. Mais Tom lui assure qu'il n'est pas du tout un témoin sous protection, donc ces individus, qui prennent Tom pour un certain Joey Cusack, sont en train de se tromper de personne. Mais le shérif, qui fait bien son métier, a fait des recherches sur le Joey Cusack en question sans rien trouver. En revanche, il a trouvé un Richie Cusack et il dit à Tom que c'est un parrain du syndicat du crime de Philadelphie. On est jusque-là convaincu que Tom est victime d'un malentendu, tout en sachant que ce genre de ressort dramatique tient difficilement sur 1h30. Mais c'est Cronenberg qui est aux manettes, alors pourquoi pas? On est curieux de savoir comment il va tenir ce ressort tendu jusqu'à la fin du film. Par exemple, lorsque Tom se rend compte que les mafieux, en observation devant son resto-bar, décident de repartir sans y être entrés, il croit qu'ils vont aller tout droit chez lui, s'en prendre à sa famille. Alors, il se met à courir jusqu'à chez lui. Cependant, quand il y arrive, les mafieux ne sont pas là. En revanche, sa femme, qu'il a prévenu par téléphone de leur arrivée imminente, manque de le tuer en croyant qu'il s'agit des mafieux et en suivant leur fille, qui au début du film se réveillait d'un cauchemar, descend du premier étage où elle était dans sa chambre. Un plan rapproché de son visage nous permet de voir qu'elle a du rouge à lèvres. Et le plan large qui suit nous montre sa tenue vestimentaire avec un sac à main, une tenue qui lui donne une féminité peu en rapport avec son âge. En fait, elle nous rappelle sa mère, quelques scènes plus tôt, qui faisait l'amour avec son père, déguisée en fillette. Indifférente à ce qui se passe, elle rappelle à sa mère qu'elle doit l'amener lui acheter de nouvelles chaussures. Et il faut s'arrêter sur ce détail du fait que Tom, avant qu'il ne tue ses 2 agresseurs dans son resto-bar, l'un d'eux lui avait planté un couteau dans le pied avec un gros plan sur sa chaussure. Que ses chaussures étaient de nouveau montrées en gros plan, tandis qu'il courait pour regagner son domicile, vers lequel il était sûr que les mafieux se rendaient, et que pendant qu'il dialogue avec son fils, il retire la chaussure du pied que le couteau avait transpercée. Cette famille, depuis le début, c'est la famille américaine traditionnelle. Père modeste, travailleur, mère attentionnée et enfant bien élevé. À quelques jeux érotiques près, il pourrait s'appeler Ingalls. Mais le psychanalyste Cronenberg, n'oublions pas qu'il a fait un film sur Freud avec le même Viggo Mortensen, soulève astucieusement le tapis pour nous montrer ce qu'il y a en dessous. La chaussure, il lui donne une signification phallique, dans le sens où l'entendait Freud, pour qui le pied était un symbole infantile du phallus, l'érotisation de la fillette qui réclame de nouvelles chaussures, et le moins qu'on puisse dire, on ne peut plus précoce. Elle se manifeste après que son père ait été d'une certaine manière castré, avec un couteau au moment
de l'attaque dans son resto-bar, et qu'il perd son autorité de bon père de famille sans histoire, puisque sa femme et son fils ne vont pas tarder à découvrir qui il est vraiment. Notamment à travers une scène riche en double sens, comme à peu près toutes les scènes, mais celle-ci en particulier, où Tom doit des explications à son fils, à qui il ne peut plus cacher la vérité sur ce qui est en train de se produire. Le fils vient quand même de voir sa mère menacer son père avec un fusil, lequel père lui explique qu'une bande de sales types lui cherche des ennuis parce qu'ils le confondent avec quelqu'un d'autre. Pourquoi Cronenberg a-t-il demandé à son acteur de mettre son pendentif en évidence à ce moment précis? Sans doute pour la même raison que dans la séquence où ce même pendentif tentait de l'empêcher de succomber à la tentation de faire l'amour à une collégienne. Il y succombait toutefois, et ce crucifix mis en évidence sert à alimenter le suspense pour savoir s'il sera désormais assez puissant pour qu'il résiste à ce qui de nouveau le provoque, à savoir les trois mafieux. Ça ne nous aura pas échappé, Tom, en parlant à son fils, retire la chaussure qui chausse le pied où il a reçu le coup de couteau. Comme Eddie, sa femme, devra elle aussi se déchausser dans la séquence suivante. En effet, on est surpris de la voir. On peut penser à une erreur de scénario, mais bien sûr que ce n'est pas ça. On est surpris de la voir, elle, la mère, essayer une paire de chaussures dans une galerie marchande, alors qu'elle s'y est rendue pour en acheter une paire à sa fille. Laquelle fille, pendant que sa mère essaye des chaussures, s'attarde sur une vitrine qui expose des figurines, chats en céramique et chats en peluche, qui évoquent évidemment les chats sauvages auxquels se référait sa mère, en plein jeu érotique avec son père. L'attention est portée à ce moment-là parce qu'elle dévore littéralement le cadre à la chevelure de l'enfant, d'une blondeur aussi artificielle que celle, par exemple, des pin-up de calendrier. N'y a-t-il pas ici une fusion des deux personnages, mère-fille? On a déjà vu ça chez Cronenberg, dans Maps of the Stars, où une star de cinéma névrosée devait interpréter le rôle de sa propre mère qu'il avait violée quand elle était enfant. On l'a vu aussi dans Vidéodrome, où le personnage fusionne avec une arme à feu, dans La Mouche, où l'homme fusionne avec l'insecte, dans Faux Semblant, où les deux jumeaux se confondent, dans Crash et dans Existence, où l'humain et la machine ne font plus qu'un, entre autres exemples. Puis soudainement, la fillette disparaît sans que sa mère ne s'en aperçoive. Tout comme disparaissait la gamine d'Eyes Wide Shut, dans un contexte similaire, magasin de jouets garni de peluches, elle partait avec de vieux messieurs, cependant avec le consentement de ses parents. Et cette fillette, celle d'Eyes Wide Shut, tenait elle aussi une poupée blonde, poupée Barbie, double sexualisée de l'enfant qui joue avec. Poupée blonde que tenait la fillette, qui se faisait abattre dans la toute première séquence. Cronenberg, à l'unisson avec Kubrick, nous parle bien de la sexualisation d'une petite fille. Lorsque sa mère se rend compte qu'elle n'est plus là, elle sort du magasin de chaussures pour aller à sa recherche. Mais la vendeuse exige qu'elle retire les chaussures qu'elle a aux pieds, celles qu'elle était en train d'essayer parce qu'elle ne les a pas encore payées. En quelles circonstances exige-t-on qu'on retire des chaussures? Lorsque l'on entre dans un temple. La mère parcourt donc l'espace de la galerie marchande, temple de la marchandise, à la recherche de sa fille, lorsqu'elle la retrouve en même temps qu'elle rencontre l'œil, ou du moins celui qui n'en a plus qu'un. Personnage qui ressemble d'ailleurs à un robot, et qui porte le même prénom, Karl, que l'ordinateur de 2001 l'Odyssée de l'espace, dans la version française. Là aussi, on peut penser à une coïncidence, ou à une démarche délibérée de Cronenberg. Karl lui dit alors « Il ne fallait pas vous inquiéter, Madame Stoll, je la surveillais. » L'œil met les enfants sous surveillance, dans un espace assimilé à un temple, et où cet enfant dit à sa mère « Tu vois, ils ont de nouvelles poupées, Barbie ou MK, c'est du pareil ou même, en tout cas des poupées sexualisées. » Et Karl se met à parler à Eddie en évoquant son œil, presque aveugle selon lui, mais qui voit encore assez pour identifier la vraie nature de Tom derrière lequel se cache, lui dit-il, un certain Joey Cusack, dont il a manifestement l'intention de se venger. On craint qu'il le fasse de la manière la plus sanglante, du fait que le personnage soit joué par Ed Harris, acteur lui aussi idéal
pour interpréter des dingues. Et il en vient à avouer à Eddie que c'est bien Tom, son mari, alias Joey, qui lui a crevé son œil. Avec du fil de fer barbelé, lui dit-il, ce qui explique l'horrible cicatrice qu'il a sur la joue. Le barbelé évoque l'emprisonnement, pourquoi pas le camp de concentration, surveillé par l'œil, et donc se libérer de l'emprise de l'œil, mais ça, on va le comprendre un peu plus tard, était le seul moyen pour Tom de mener une vie normale. Et quand Eddie s'éloigne de Carl avec sa fille après l'avoir prévenu de ne plus s'approcher de sa famille, il lui rappelle, en se moquant d'elle parce qu'elle est bien naïve, de ne pas oublier ses chaussures. Naïve parce qu'elle n'a pas encore conscience de l'existence du temple à l'intérieur duquel les fillettes sont sous la surveillance de l'œil et où on marche pieds nus, comme dans La Comtesse aux pieds nus de Joseph Mankiewicz, sur l'ascension d'une actrice dans le monde des illusions. En clair, elle croit vivre dans un monde normal où les hommes, à l'image de Tom, son mari, travaillent pour gagner honnêtement leur vie en éduquant leurs enfants selon les valeurs chrétiennes. Et le coup de poignard que Tom a reçu dans le pied, et qui lui fait enlever sa chaussure quand il parle à son fils, est un moyen de lui rappeler sa trahison, lui qui a marché pieds nus dans ce temple. Et une fois encore, l'image nous montre une poupée blonde dans les bras de celle qui découvre l'horrible réalité des adultes, supposément protecteurs des enfants, mais qui en réalité les agressent. En analysant un film comme je propose de le faire une vidéo après l'autre, on croit avoir vu des choses, et puis non, elles n'y sont pas. Puis, finalement, on voit qu'elles y sont quand même. Explication. Dans les couloirs du lycée, Jack, le fils de Tom, est de nouveau pris à partie par celui qui lui cherche sans cesse des noises, à qui, contrairement aux fois précédentes, il administre une sévère correction, parce qu'au bout d'un moment, trop c'est trop. Scène d'après, Tom, le père, reproche à Jack, le fils, de s'être battu. Croyant avoir vu, je parle de moi, des papillons dans les cadres au mur, j'ai fait un retour en arrière depuis le plan large, mais ce ne sont que des photos, il n'y a pas de papillons à l'intérieur. Les papillons, ils sont bien pourtant, mais dans le plan d'après, celui que je n'avais pas encore vu, dont le monarque, reconnaissable entre tous, papillon de la programmation mentale, laquelle concerne le fils, pas le père, qui lui s'est déprogrammé parce qu'il est conscient du pouvoir de l'œil. Son fils n'est pas conscient que son pouvoir se trouve partout dans l'environnement, jusqu'aux produits qu'il consomme, puisque les papillons se trouvent sur la porte du réfrigérateur. La dispute s'envenime au point que le père gifle le fils, lequel va quitter la pièce. Alors Tom, contrarié d'être allé si loin avec lui, va s'allonger dans sa chambre, et tandis qu'il réfléchit à ce qui vient de se passer, il voit entrer sa fille dans sa chambre à elle. Sa fille indifférente à la dispute qui vient d'avoir lieu entre le père et le fils. Comme elle était restée indifférente à l'affolement de sa mère, prête à tirer sur son père. Il y a de toute évidence quelque chose d'inquiétant chez cette fillette aux cheveux platines qui semble vivre dans une bulle, au point de ne pas voir ce qui arrive à sa famille. Quant au regard biaisé de son père au moment où elle entre dans sa chambre, il nous laisse entendre qu'il pourrait aller l'y rejoindre. C'est pas un plan gratuit, comme ça, décoratif. Il y a une intention derrière. Il pourrait aller la rejoindre, mais il ne le fait pas, parce qu'il est sorti du pouvoir que l'œil exerçait sur lui. Un pouvoir auquel il résiste, grâce à la foi catholique, mais qui n'empêche pas l'œil, qu'il n'a pas tout à fait aveuglé, de refaire surface, selon la formule « chasser le naturel », etc. La mère vit en réalité dans le déni. Dans la galerie marchande, l'œil lui avait dit qu'au fond d'elle, elle savait que son mari était quelqu'un d'autre. Mais elle refuse de le voir, parce que ça l'arrange. Elle ressemble au personnage féminin de L'Adversaire, de Nicole Garcia. Film un peu antérieur à celui-ci, même famille de films en tout cas, et même thématique, avec des femmes qui nient la vraie nature de leur mari jusqu'au jour où l'inévitable se produit. La vérité surgit d'elle-même parce qu'elle sommeille quelque part en attendant son heure. En la circonstance, l'arrivée est cette fois pour de bon de l'œil et de ses sbires à leur domicile. Ils sont venus faire chanter Tom alias Joey en laissant la vie sauve à son fils qu'ils viennent de kidnapper à condition que Tom se décide enfin à venir avec eux à Philadelphie.
On ne sait pas pourquoi, mais ils veulent absolument qu'ils le suivent. Et comme le jour où il a été agressé dans son resto-bar, Tom se débarrasse d'eux avec une étonnante agilité, comme soudain possédé par une autre personnalité. Il tue les deux sbires, mais ne parvient pas à tuer l'œil qui lui tire dessus, et c'est au moment où il va l'achever qu'il va être abattu à son tour par Jack. Et pendant que tout ça se déroule, la fillette, qui décidément ne voit rien de ce qui se passe, est de nouveau emportée par sa mère, ce qui nous ramène une fois de plus à la poupée rencontrée dans la première scène. Tom ne peut désormais plus nier. Mais niait-il vraiment ou n'avait-il plus aucune conscience de celui qu'il a été autrefois et qui s'appelait Joey? C'est l'œil qui l'a crevé, mais qui n'était pas tout à fait aveugle, qui l'a fait ressurgir. Mais l'œil n'était qu'un homme de main, au-dessus duquel il y a bien pire, c'est-à-dire l'autre lui-même. En effet, quand il se fait éliminer, l'œil est placé entre le père et le fils, et c'est en faisant tomber l'œil que le fils découvre le vrai visage de son père. C'est l'intérêt que trouve Cronenberg à mettre en scène ce genre de situation qu'on a vu 1000 fois, où quelqu'un se fait abattre par derrière, pile au moment où il va achever sa victime. Jack, le fils, en tuant l'œil, a mis à nu le vrai visage de Tom, son père. Ce vrai visage, c'est celui qui retourne à la maison après sa convalescence. Visage que son fils rejette. Et visage qui va faire l'amour à sa femme comme s'il l'a violée, en contradiction avec la scène précédente où, au contraire, il tentait, protégé par son crucifix, de résister à la tentation. Avec de nouveau un plan sur les pieds déchaussés d'Eddie qui fait écho à la phrase de l'œil « N'oubliez pas vos chaussures ». On remarque que depuis son retour, Tom, alias Joey, a été confronté à son fils, à sa femme, aussi au shérif qui se pose des questions sans trouver les réponses, mais pas du tout à sa fille. Aucune trace de sa fille, rangée sans doute dans un placard, comme une poupée avec laquelle on joue. Et pour récupérer sa famille qui lui est désormais hostile parce qu'elle s'est rendue compte qu'il était un autre, eh bien Tom doit absolument aller se confronter à celui à qui l'œil était associé, c'est-à-dire le diable en personne, son frère Richie. Il est conduit chez lui de nuit, et il y pénètre comme dans un temple. Dans cette demeure imposante dont les boiseries acajou nous évoquent la chaleur des enfers, il retrouve donc son frère. Au premier regard, on comprend qu'il est fou. Et leurs retrouvailles se font par une union frontale, comme les jumeaux craniophages, l'un s'étant détaché de l'autre pour vivre une vie normale et modeste, tandis que la fortune de l'autre est le résultat de son esprit démoniaque et de sa compromission avec l'œil. Si Cronenberg, dans la première scène, se référait à Il était une fois dans l'Ouest, dans cette dernière, il invoque aussi l'esprit de Sergio Leone, mais cette fois celui d'Il était une fois en Amérique, quand Noodles retrouvait dans des circonstances similaires son ami d'enfance devenu un puissant politicien qu'il refusait de reconnaître. Après en avoir fini, et cette fois pour de bon, avec son double démoniaque qu'il avait fait venir à Philadelphie sans autre intention que de le tuer, le crucifix de Tom, au petit matin, est de nouveau mis à l'évidence. Je dirais pas mal pour un metteur en scène athée. Et cette séquence prouve que ce n'est pas en laissant la lumière allumée, comme on le disait à la fillette au début du film, qu'on effraie les monstres, mais bien en allant les chercher dans l'obscurité, c'est-à-dire au fond de soi-même. Tom s'étant débarrassé de Joey, qui n'était que l'autre moitié de Richie, situation similaire à celle de Faux-Semblant, eh bien Tom peut revenir chez lui, continuer sa vie normale d'Américain ordinaire. Et cette fois, nous revoyons la fillette, elle lui met son couvert parce qu'elle sait qu'elle n'aura plus rien à craindre de lui, tandis que la mère prie, peut-être pour que les monstres ne reviennent jamais. Elle prie habillée de noir, comme si elle était en deuil de la partie de lui-même dont Tom s'est enfin débarrassé. Alors, pour reprendre ce que je disais au début, je ne pense pas que Cronenberg ait eu un quelconque intérêt de tourner un thriller dont l'intrigue, au premier coup d'œil, ne se démarque pas de tout ce qu'on a déjà vu et revu. Il l'a fait parce qu'elle lui a permis, comme on vient de le voir, de lui ouvrir des fenêtres de tir, et elles sont multiples, à travers lesquelles il a pu aller au-delà du cahier des charges imposé par ce genre de sujet.
On va prolonger dans la prochaine vidéo le thème du passé qui vient frapper à la porte d'une famille sans histoire, avec les deux versions des nerfs à vif.